le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, un tableau bien noir pour le coronavirus. Les derniers chiffres sont peu rassurants. Seule petite amélioration à Bruxelles. Alors pourra-t-on éviter un reconfinement? Nous poserons la question au docteur Emmanuel André. Les hôpitaux sont en tout cas favorables à des mesures très strictes. De plus en plus de lits sont occupés. Il faut trouver des solutions. Benjamin Verpoorten est dans un établissement liégeois. Et puis, les écoles vont peut-être virer à l'orange. Un changement de code, synonyme de nouvelles mesures, mais avec des cours en présentiel. Explication avec Tidiem Kouache. Le professeur Samuel Paty, honoré par la France. Un hommage national sera rendu aujourd'hui à l'enseignant assassiné, Adeline Percept. Nous en parlera dans un instant. Enfin, les larmes du gardien du club de Bruges après la victoire face au Zénith. Cela fait bien longtemps qu'un club belge ne s'était plus illustré de la sorte en Ligue des Champions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je n'ai malheureusement pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les chiffres du Covid continuent d'augmenter. Et la situation dans les hôpitaux est particulièrement préoccupante, avec près de 3000 patients soignés en ce moment. Voyons cela en détail avec Dominique Dussin. Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front du coronavirus. Chaque jour, 8975 cas positifs sont enregistrés. Et ce sont 2 provinces wallonnes qui inquiètent le plus. Le plus grand nombre de cas se trouve actuellement dans le Hainaut et la province de Liège. Sur les 7 derniers jours, on a une moyenne de 1651 nouvelles infections à Liège et une centaine de moins, 1531 dans le Hainaut. Ces chiffres augmentent toujours, là, de manière très significative, de l'ordre de 93% pour une province et de 81% pour l'autre province. Bruxelles ne tient plus la tête des zones les plus touchées dans notre pays, avec une courbe d'augmentation moins importante que ces derniers jours, mais avec encore 1302 nouveaux cas détectés chaque jour. Chiffres à prendre avec des pincettes, chiffres à suivre. Est-ce qu'il y a là un premier signe de l'impact des mesures qui ont été prises à Bruxelles il y a une bonne dizaine de jours maintenant? Seul le suivi des choses pourra nous le montrer. À elles seules, les provinces de Liège, du Hainaut et Bruxelles représentent 60% des nouvelles infections dans le pays. Ce sont toujours les jeunes adultes qui sont les plus touchés. 20% des infections concernent les 20-30 ans. Mais à l'autre bout, les infections des plus de 90 ans ont plus que doublé en une semaine. Au total, 2969 patients Covid sont actuellement hospitalisés, dont 486 en soins intensifs. Et l'on déplore en moyenne 32 décès par jour. Et il y en a un qui scrute ces chiffres au quotidien, c'est le docteur Emmanuel André. Bonjour. Bonjour. Vous étiez le porte-parole du centre de crise lors de la première vague et on avait envie d'avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment. Vu d'ici, on a l'impression que le virus a couru plus vite que nous et qu'il nous a complètement dépassés. C'est le cas ? Oui, c'est le cas depuis un certain nombre de semaines. Maintenant, on voit c'est tant doublement l'épidémie qui s'accélère. Et maintenant, à chaque fois qu'on double le nombre de cas d'infection, le nombre d'hospitalisations, on parle de chiffres très importants. Et donc, on est vraiment aujourd'hui avec des chiffres qui sont bien au-delà du moment où on avait décidé le confinement pendant la première vague. Et on est avec une situation qui s'approche vraiment de la saturation maximale de notre système. On est très très proche avec des chiffres qui restent très très importants. Même si on espère voir des tendances positives, il y a encore une augmentation chaque jour du nombre de cas et d'hospitalisations. Est-ce que la situation est plus grave que lors de la première vague ? Je crois que ce qui rend les choses plus graves aujourd'hui, c'est cette hésitation, ce temps qui est nécessaire pour convaincre qu'il faut agir, et cette hésitation à agir. Quand aujourd'hui une partie importante de la population s'est laissée convaincre par des messages qui sont des messages qui remettent en question même des fondamentaux, des choses qui sont évidentes, eh bien ça évidemment a un impact sur comment on peut réagir. Car quand on ne peut mobiliser qu'une partie de la population dans des efforts, l'impact de ces efforts est à chaque fois amoindri. Et comment est-ce qu'on peut convaincre justement ces gens qui pensent que le Covid n'existe pas, que les médias inventent, que les scientifiques exagèrent, qu'on met même de faux malades dans les hôpitaux? Comment aller chercher ces gens-là? Bien, c'est une question qui se pose depuis un certain nombre de semaines. Je crois qu'il faut être très clair sur les messages. Autant
j'avais une certaine compréhension quand les choses n'étaient pas encore visibles, que c'était des indicateurs qu'on suit entre scientifiques, qui étaient pourtant, eux, très clairs, mais moins visibles pour la population, pour le citoyen. Aujourd'hui, la situation est telle que quand quelqu'un va se faire hospitaliser en Belgique, il ne se fera peut-être pas hospitaliser dans sa ville, ni soigné par des personnes qui parlent sa langue, parce qu'on n'a plus le choix. On est dans une situation aujourd'hui où ça déborde. Et donc je crois que les gens doivent vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, quand leurs proches vont se faire hospitaliser, la prise en charge de ces personnes, la qualité sera amoindrie parce qu'on est déjà très, 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 très loin. Justement, avant de vous retrouver dans un instant, on va se rendre dans un hôpital Emmanuel André, puisque les chiffres le montrent, de plus en plus de patients sont admis dans les unités Covid chaque jour. Et il y a aussi, bien sûr, les personnes traitées pour d'autres pathologies. Le personnel hospitalier est sous pression et devra faire des choix, on le disait. D'ici peu, on ne pourra peut-être plus soigner tout le monde. Benjamin Verporten, vous êtes au CHR à Liège, où l'on réclame d'ailleurs des mesures très strictes, beaucoup plus strictes. Ah oui, parce que la situation sur Liège est vraiment problématique. Aujourd'hui, on frôle les 600 cas. Pour vous donner une idée, le 9 avril, lors du pic, on était à 650 cas plus ou moins. Autrement dit, on est sur les mêmes données que lors de la première vague. Ici au CHR, on est même au-delà de la première vague. On a plus d'hospitalisations que lors de ce mois d'avril. C'est pour ça que l'hôpital réclame des mesures plus fortes. On va voir ça avec son directeur général. Alors, docteur Portugas, qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Bonjour, nous voulons des mesures efficaces qui nous permettent de rapidement diminuer la courbe des contaminations. Parce qu'en effet, nous voulons pouvoir prendre en charge non seulement les patients Covid, mais également les autres patients qui souffrent de pathologies graves. Tous les jours, nous avons des accidentés de la route, tous les jours des personnes qui ont une crise cardiaque, tous les jours des AVC, tous les jours des enfants qui doivent être hospitalisés parce qu'ils ont une maladie grave, tous les jours des mamans accouchent. Donc nous voulons pouvoir faire une prise en charge optimale pour tous les patients, Covid ou non Covid. Je vais vous poser un peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Faut-il reconfiner ? Écoutez, je ne suis pas spécialiste et il ne m'appartient pas, parce que je ne suis pas compétente, d'édicter des mesures. Mais nous voulons vraiment que les mesures soient efficaces pour pouvoir continuer à faire notre job. Le fait que les hôpitaux n'appellent pas clairement au reconfinement, c'est aussi parce qu'il y a une crainte de la réaction du public qui est déjà assez agressif avec le personnel soignant. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes plutôt porteurs de mauvaises nouvelles. Mais sachez que tout le personnel infirmier médical et tout le personnel de l'hôpital est motivé pour affronter cette deuxième vague. Nous avons d'énormes messages de soutien actuellement, des bénévoles qui se proposent, des donateurs qui reviennent. Donc moi, je veux croire que la population sera de nouveau derrière ces hôpitaux. Merci Madame Portugas. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHR, la Citadelle ici. La Citadelle qui a d'ailleurs pris une mesure aujourd'hui, 50% des opérations non essentielles et non urgentes sont annulées, reportées, tout comme 25% des consultations, et cela pour permettre aux médecins, par exemple, de venir donner un coup de main dans les unités Covid. Merci à vous Benjamin Verporten. Et je vais rebondir, Emmanuel André, sur ce mot qu'on voit difficile à prononcer, le reconfinement. Est-ce que c'est aujourd'hui la seule et unique solution d'après vous ? Eh bien, on a appris avec cette épidémie qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pour casser la transmission et beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas ou pas suffisamment. Aujourd'hui, il faut savoir prononcer ce mot. Aujourd'hui, on doit parler de confinement, de reconfinement, car c'est le seul outil qu'on a devant nous. Alors, on ne doit plus se poser la question qu'est-ce qu'on doit fermer. On doit se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on laisse ouvert. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui ? D'après vous, on a besoin de quoi ? Les écoles, c'est indispensable, certains commerces ? Donc on a une marge de manœuvre très réduite en termes de nombre de contacts. Donc aujourd'hui, on doit focaliser d'abord sur le fait de pouvoir faire fonctionner le système de santé. On a entendu ces cris d'alarme des hôpitaux, on les entend depuis un certain nombre de semaines. Il faut pouvoir permettre à toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc la même question qui s'était posée pendant la première vague, qu'est-ce que ces jeunes personnes, ces jeunes parents vont faire quand ils vont devoir travailler jour et nuit ? Comment est-ce qu'on va les soutenir ? Et puis alors, il reste un tout petit peu d'espace pour faire des choix de société.
quelles sont aujourd'hui moralement les choses qu'on autorise comme maintien d'activité, qu'est-ce que notre société fait comme choix, mais tout le reste, il faut pouvoir maintenant mettre l'activité, les contacts sociaux sous cloche, parce qu'on va droit dans le mur. Donc le reconfinement, c'est la seule solution d'après vous. Est-ce que les autorités vont aller dans ce sens-là ? Bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de décider parce qu'on n'a plus le choix. Aujourd'hui, comment on va décliner ce confinement dans ses subtilités? Donc on peut presque dire qu'il est acquis, ce reconfinement, Emmanuel André, dans les prochains jours. Ce confinement est nécessaire. Il n'a pas encore été nommé par le monde politique, mais il est aujourd'hui la seule option qui nous reste. Dans combien de temps, dans quel délai ça doit aller vite? Eh bien, on sait qu'un confinement est d'autant plus efficace qu'il est mis en place rapidement. Donc aujourd'hui, chaque jour va contribuer à faire encaisser par le système de santé un nombre très important de personnes infectées, personnes qui vont devoir être hospitalisées aux soins intensifs. Et donc chaque jour compte aujourd'hui. Et vous pensez, un dernier mot, que la population sera là, va adhérer? Elle n'a plus le choix, si je vous écoute. Bien, je pense que la population a eu énormément de mal à jauger où devait se situer son effort personnel, individuel, parce que on voulait encore maintenir. Et il y avait des messages d'espoir qui étaient encore là. Aujourd'hui, je pense que chacun doit se rendre compte que personne n'avait envie de cette situation. On aurait peut-être pu l'éviter, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc la liberté individuelle, de nouveau, s'arrête aujourd'hui. Merci Emmanuel André d'être venu délivrer ces messages très importants dans le journal de 13h. Et puis justement, certaines personnalités politiques aussi sont favorables à des mesures plus strictes, comme Georges-Louis Boucher. Il l'a déclaré tout à l'heure dans l'émission Matin Première. Nous l'écoutons. En fait, aujourd'hui, il faut être très clair à l'égard des auditeurs et de nos concitoyens. Il faut, de un, respecter toutes les mesures. Un Belge sur deux ne respecte plus les gestes barrières. Ça, c'est un très grave problème. Mais en plus, et malheureusement, ça ne me réjouit pas, mais on va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes si nous voulons maîtriser, ou en tout cas retrouver une maîtrise de la propagation du virus. Des mesures plus strictes sont aussi attendues dans l'enseignement. Les écoles pourraient passer en code orange. Une réunion est en cours à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tidier Mkwash, vous suivez ça. On se dirige très probablement vers un code orange adapté. Expliquez-nous. Oui Ophélie, il n'y a plus beaucoup de doutes là-dessus, vu la circulation très intense du virus ces derniers jours. Toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles devraient basculer d'ici peu du code jaune au code orange. Mais ce code orange déterminé, je le rappelle, en juin dernier, sera adapté, sera modifié. C'était tout l'objet des discussions de ce matin, car l'objectif, c'est vraiment de maintenir le plus possible, au maximum, tous les élèves à l'école, des maternelles à la fin des secondaires. On ne parlerait plus donc d'un système hybride pour les élèves de la 3e à la 7e secondaire, c'est-à-dire la moitié de l'horaire à distance à la maison, l'autre moitié à l'école. Et pour préserver cette présence des élèves au sein de l'école ainsi que celle du corps enseignant, eh bien, il faudra encore renforcer certaines mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque dans la cour de récréation lorsque la distanciation sociale n'est pas respectée, ou encore des repas pris en classe et non plus à la cantine. Mais tout ceci est encore à mettre au conditionnel. On devrait avoir plus de précision dans le courant de l'après-midi. Merci Tidier, mais certaines écoles aimeraient en tout cas aller plus loin encore dans la prise de décision. Nous allons tout de suite en parler avec Guillaume Wolf. Vous êtes dans un établissement primaire de l'Aude-Linsart en région Carolo. Et là, le directeur préférait carrément suspendre les cours. Oui, parce que de plus en plus, on constate une augmentation des professeurs absents, soit positifs, soit en isolement, mais ça varie d'une école à l'autre, d'un jour à l'autre, mais de plus en plus, certaines écoles doivent constater parfois 5, 10, 15, parfois 20% de professeurs absents, et quasi impossible de les remplacer puisqu'il y a une pénurie de professeurs pour l'instant, à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, sur le terrain, pas mal de directeurs doivent trouver des solutions d'urgence, parfois organiser des garderies à la hâte, car il n'y a pas assez de professeurs. On vient d'apprendre à l'instant que dans une petite commune pas loin d'ici, à Ham-sur-Arnaline,
signe, toutes les écoles communales fermeront dès la semaine prochaine, dès lundi. Il y aura une garderie qui sera mise en place. Du coup, pour éviter ce genre de décision plic-ploc, le directeur ici propose une solution, c'est la fermeture, la suspension des cours à partir de lundi prochain. Une garderie est mise en place, ce n'est pas la fermeture complète de l'école. On laisserait passer les vacances de Toussaint et puis de nouveau une semaine de cours suspendus avec garderie. Cela aurait 3 avantages. D'abord, réguler l'augmentation des cas parmi les professeurs. Ensuite, organiser leur isolement, les professeurs qui sont positifs ou qui sont isolés sans reporter la charge sur leurs collègues. Et puis, enfin, d'éviter une fermeture complète des établissements. Je vous propose d'écouter ce directeur d'école. Au lieu d'arriver à une fermeture un jour, parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire, il ne faut pas fermer les écoles, mais il faut suspendre les cours à certains moments. C'est pour ça que la proposition, c'était de fermer une semaine avant le congé de Toussaint. Pourquoi une suspension? Pour diverses raisons. La première, on réduit fortement la bulle du nombre d'élèves dans les écoles puisqu'on n'organise qu'une garderie. On peut faire un roulement avec les enseignants. Donc les enseignants ne seront pas là tous les jours et pourront aussi, comme la ministre le voulait, se reposer ou se soigner ou se mettre en quarantaine. Puis ensuite, il y avait une semaine de congé où tout le monde est en congé normalement, et ensuite une semaine de suspension de cours, ce qui faisait 2 semaines de suspension, et ensuite on revenait à un système tout à fait normal, après évaluation bien entendu. Alors cette proposition, ce directeur l'a envoyée à la ministre de l'enseignement obligatoire, mais elle a beaucoup circulé aussi parmi le monde des enseignants, des directeurs hier sur les réseaux sociaux. Mais à notre connaissance, elle n'est pas étudiée pour l'instant. Les syndicats d'enseignants, les représentants des réseaux des pouvoirs organisateurs ne l'ont pas apporté non plus lors des réunions qui sont en cours. Donc pour l'instant, c'est une proposition qui ne va pas plus loin que ça, pour l'instant. Ouais, merci Guillaume. Effectivement, les réunions sont toujours en cours et pour essayer d'en savoir un peu plus, nous sommes à présent en liaison vidéo avec l'administrateur de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Alors, Monsieur Nicaise, le passage au code orange, vous pouvez nous le confirmer à cette heure-ci? Alors à ce stade-ci, non, parce que ce n'est pas encore officiel, mais c'est clair, comme Tidiane Quash l'a expliqué, on se dirige vers un code orange adapté, ce qui ferait qu'on a bien compris que la volonté des différents gouvernements du pays, des ministres de l'Éducation, est de maintenir un maximum d'élèves en classe. Et donc, ce serait un code orange potentiellement, mais avec 100% des élèves, ou en tout cas ceux qui ne sont pas écartés, parce qu'on a un nombre quand même significatif d'élèves qui sont écartés, seraient en présentiel. Donc, pas d'hybridation automatique comme c'était prévu en juin dernier. Alors, Monsieur Nicaise, vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel André parler de la gravité vraiment de la situation. Alors, d'après vous, maintenir encore du présentiel, ça a vraiment un sens? Ce n'est pas jouer avec le feu d'une certaine manière? Alors, j'ai compris tout à fait la réaction de l'épidémiologiste par rapport à la régulation de l'épidémie. Évidemment, ça, c'est son métier, c'est son domaine scientifique. Je comprends tout à fait. Ici, il y a la volonté politique des gouvernements de maintenir les établissements ouverts. C'est compliqué. Moi, aujourd'hui, à Wallonie-Bruxelles Enseignement, actuellement, j'ai plus de 4000 élèves qui sont écartés. J'ai plus de 400 enseignants qui sont écartés. Donc, pour les directions d'école, c'est vraiment depuis 15 jours, 3 semaines, extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et donc, je comprends que certains se découragent. Je comprends que certains préféraient finalement fermer plutôt que de devoir maintenir un présentiel malgré tout. Et on le fait. On a dû fermer 4, 5, 6 écoles encore cette semaine. Ça reste peu par rapport à nos 350 écoles, mais c'est significatif et c'est dur, évidemment, pour ceux qui doivent le vivre. Par contre, si on ferme l'ensemble des établissements, évidemment, reviennent toutes les difficultés qu'on a connues au printemps dernier, à savoir une rupture pédagogique, une rupture sociale, une rupture psychologique. Et donc, on doit finalement manier 2 problèmes sans bonne solution. Merci beaucoup Julien Nicaise d'être intervenu en ce journal. Donc très probablement, nous l'avons compris, passage au code orange dans les écoles. Ce sera annoncé dans les minutes qui viennent. Nous le comprenons, les directeurs d'école ont donc beaucoup de travail en ce moment. Les généralistes aussi. Ils sont fatigués. Certains sont même malades. La charge administrative est vraiment trop lourde. Le message est martelé régulièrement. Mais la situation, nous allons le voir, ne change pas. Des médecins Carolo se sont confiés à Thomas Deschamps. Le secrétariat, bonjour. L'autre première ligne de la médecine, c'est peut-être celle-ci. Ces derniers jours, les téléphones de ce secrétariat médical ne cessent de sonner. Il y a énormément d'appels. Pour l'instant, ça n'arrête pas. Ça sonne encore. C'est comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. Depuis un bon 15 jours. Ça n'arrête pas, non-stop. On fait plus du call center que du secrétariat, vraiment.
Et la raison de ces appels, c'est presque toujours la même, des demandes de tests, de résultats ou de certificats de quarantaine, du travail administratif qui empêche les généralistes de fonctionner normalement. Ça nous prend tout notre temps. On a énormément de visites qui sont juste des visites administratives, et notamment dans les écoles et dans les collectivités, etc. On ne devrait pas s'occuper de tout ça, on devrait plutôt... simplement s'occuper du problème médical. Hein. Une situation dont se plaignent depuis longtemps les généralistes et qui, loin de s'arranger, empire même car les résultats des tests mettent toujours plus de temps à arriver et les patients perdent parfois leur calme. Ils ne comprennent pas que les résultats mettent autant de temps à arriver. Ils comprennent que les laboratoires sont saturés. Mais par contre, c'est peut-être assez égoïste de leur part, mais tout de suite, c'est oui, mais moi je travaille, mes enfants doivent retourner à l'école. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Parce qu'en attendant, on est en quarantaine, on ne sait pas quoi faire. Voilà, c'est surtout ça. Malheureusement, on n'a pas de réponse à ça tant qu'on n'a pas de résultats. Et cela alors qu'un autre problème vient bouleverser le travail du cabinet, les médecins eux-mêmes tombent malades. Ici, 6 généralistes sur 10 ont dû passer en téléconsultation car ils sont positifs au Covid. L'un d'entre eux est à l'hôpital, ce qui donne encore plus de travail aux autres. Heureusement, on se répartit quand même assez bien le travail. Ceux qui ne peuvent pas faire les visites prennent le plus d'appels possible. Mais voilà, on a quand même des journées infernales de 8 à 22, 23 heures. Enfin, on n'arrête pas. La fin des tests pour les asymptomatiques devrait soulager un peu les équipes, mais aussi rendre les contacts encore plus risqués pour les soignants. Et puis les maisons de repos sont aussi sous surveillance. Les visites sont désormais limitées et les mesures sanitaires encore plus strictes. Les cas de Covid ont doublé en une semaine. Cela dit, le personnel est mieux armé que lors de la première vague. À l'époque, la situation était hors de contrôle. L'émission Investigation reviendra d'ailleurs ce soir sur la gestion de la crise. Découvrons un aperçu de l'enquête de Paul Peters et Stéphanie Lepage. Françoise et Michel ont perdu leur maman du coronavirus. Désorientée, Georgine Boulanger résidait en maison de repos près de Liège depuis plusieurs années. Ça allait bien aussi. Eh oui. Le 9 avril dernier, ses filles reçoivent un appel du médecin traitant de leur maman. Voilà, écoute, ta maman n'est pas bien, elle a sûrement le coronavirus, mais on ne teste pas de toute façon. Mais c'est sûrement ça, c'est presque sûr à 100%. Et on n'hospitalisera pas. Mais je dis, on est bien d'accord que nous, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Mes parents étaient contre aussi. Donc, je dis, si on hospitalise, ce n'est pas pour un acharnement. Non, on n'hospitalise pas à cet âge-là. Et il m'a accroché au nez. Des refus d'hospitalisation incompréhensibles pour les familles, comme pour les employés des maisons de repos. Dans cette résidence, non loin d'Arlon, une des soignantes se souvient d'une matinée critique. Ce jour-là, 4 résidents en détresse respiratoire n'ont pas tous pu être emmenés à l'hôpital. La première ambulance arrive, je l'accueille, et avec déjà le dossier de la première patiente, et c'était « Ah mais non, on ne rentre pas ». Je dis « Ah bon pourquoi? Vous n'êtes pas au courant ?»« Non. »« Ah, on attend le médecin du SMUR parce qu'on ne pourra pas les prendre tous. » Ah bah alors là, c'était un mélange de... Rien que d'en reparler, c'est pas acceptable. Et pour les résidents qui ont pu être emmenés à l'hôpital, leur âge a pu limiter l'accès à tous les soins. C'est ce qu'a constaté cette infirmière urgentiste dans l'hôpital bruxellois où elle travaille. Elle préfère rester anonyme. Tacitement, on voyait bien que les médecins se disaient à partir de 75 ans, on sentait qu'il fallait lever le pied. C'était pas les prises en charge optimales. C'est-à-dire? Certains patients, en temps normal, auraient pu bénéficier de quelques heures, voire quelques nuits aux soins intensifs, qu'ici ne l'ont pas eu. Et bien souvent, ces gens, on savait que le lendemain ou durant la nuit, ils étaient décédés en salle. Heureusement, certains résidents sont passés entre les mailles du filet. Bonjour Madame Fapani. Après avoir essuyé des refus durant plusieurs semaines, fin avril, le directeur s'est battu pour hospitaliser ses résidents. La première hospitalisée, c'était Madame Fapani. Aujourd'hui, c'est vraiment notre rayon de soleil, parce qu'on sait que malheureusement, elle a été très loin dans la maladie, et qu'on voit aujourd'hui que tout va bien. Dans les personnes qui ont été hospitalisées ici à la maison de repos, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont partis vraiment dans un état où on s'est dit, on va les perdre. Ils ne viendront plus. Et ils sont revenus. Et ils sont revenus. Et donc on se pose souvent la question, et si on avait hospitalisé les autres?
Bonjour à tous. Faut-il durcir les règles sanitaires dans les écoles en Wallonie et à Bruxelles, organiser plus de cours à distance ? Eh bien, une réunion est en cours en ce moment entre la ministre de l'Enseignement et les acteurs de l'école. Il pourrait y être aussi question du port du masque ou encore de l'accès à la salle des professeurs. L'objectif, en tout cas, reste pour le moment qu'un maximum d'élèves puissent continuer à aller à l'école. En Flandre, je vous rappelle que toutes les écoles passeront en code orange d'ici au congé de la Toussaint. Mesure plus stricte, en tout cas, déjà décidée dans les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles. Les visites seront limitées, 4 visiteurs par personne, les mêmes au moins pendant 2 semaines. On notera par ailleurs que le gouvernement wallon pourrait bien communiquer sur de nouvelles mesures supplémentaires, tous secteurs confondus, aujourd'hui. En Irlande, l'heure du reconfinement a sonné. Ce sera pour ce soir. L'Irlande est le premier pays européen à prendre cette décision pour 6 semaines. Au Royaume-Uni, le Pays de Galles sera lui soumis à compter de vendredi à un confinement de 2 semaines. En Italie, là, on ne parle pas de confinement, mais bien de couvre-feu. Ils sont décrétés en Lombardie et en Campanie en raison des chiffres de l'épidémie. Mesure prise là en Italie pour 3 semaines. En France, un hommage national sera rendu ce soir à Samuel Paty, ce professeur assassiné vendredi dernier. Le président Emmanuel Macron lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume. L'hommage national aura lieu à l'université de la Sorbonne à Paris. À propos de l'enquête, 7 personnes, dont 2 mineurs, seront présentées aujourd'hui devant un juge antiterroriste. La PAC, la politique agricole commune à l'Union européenne, a trouvé un accord. Les ministres européens ont trouvé un accord à Luxembourg. À l'avenir, la PAC devra mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques. Cette réforme prévoit notamment des primes versées aux agriculteurs pour soutenir les pratiques respectueuses de l'environnement. L'accord engrangé par les 27 sera maintenant débattu au Parlement européen pour une entrée en vigueur à partir de janvier 2023. Et puis un mot de football. En Ligue des Champions, le Bayern Munich, le tenant du titre, reçoit ce soir l'Atlético Madrid. Hier, je vous rappelle que le club de Bruges s'est imposé 1-2 au Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.